Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. 3 ans après l'annexion de la Crimée, la Russie a déployé tout son arsenal judiciaire et policier sur la péninsule ukrainienne pour faire taire les voix dissidentes. Qu'il s'agisse des Tatars, minorité ethnique opposée à l'annexion, des journalistes qui ont exprimé un point de vue critique ou d'activistes pro-ukrainiens, tous ceux qui remettent en cause l'avènement de l'État russe risquent la répression du régime. Eh bien, notre reporter Elena Voloshin est allée à leur rencontre. Voici son reportage. Dans la capitale de Crimée, un rassemblement anniversaire de l'annexion. Autour du monument qui leur est dédié, on célèbre les soldats russes sans insigne qui ont envahi la péninsule pour la rattacher à la Russie. Вежливые люди встали нерушимой стеной, защищая с собой от ненацизма и национализма, черной тучи надвигавшихся на семьи крымчан, на детство крымчан, на свободу крымчан. En Crimée, la glorification publique de l'annexion est de mise. Mais à vue d'œil, à peine 300 personnes se sont rassemblées, des forces de sécurité, des écoliers et des retraités. Pourtant, il y a 3 ans, au même endroit, il y avait une foule à perte de vue. Et les deux camps étaient représentés. En première ligne, dans le camp pro-Ukraine, les Tatars. Cette minorité ethnique de Crimée reste encore aujourd'hui farouchement opposée à l'annexion. Ilmi Umerov est l'un des dirigeants du Medjlis, l'instance représentative des Tatars de Crimée. Déclarée extrémiste, elle a été interdite par les nouvelles autorités russes. Ici, je parle des sanctions qui doivent inciter la Russie à renoncer d'elle-même à la Crimée et aux territoires dans l'est de l'Ukraine. Cette phrase a été sortie de son contexte et a servi de prétexte à l'ouverture d'une enquête judiciaire contre moi pour incitation au public à porter atteinte à l'intégrité territoriale de la Russie. Pour cette interview sur la chaîne Tatar ATR, elle aussi interdite en Crimée depuis l'annexion, Ilmi Umerov risque 4 ans de prison. Durant l'enquête, il a été enfermé 3 semaines dans un asile psychiatrique, transféré de force alors qu'il était soigné à l'hôpital suite à un malaise durant une audience au tribunal. L'écrasante majorité des Tatars de Crimée ne reconnaissent pas les autorités d'occupation et n'estiment pas que la Crimée est un territoire russe. Je pense que c'est pour cela qu'on me poursuit. Le pouvoir a choisi d'instaurer la peur. Il serait très content si le peuple tatar et ses représentants se taisaient. Il présenterait cela comme une allégeance envers le nouveau régime. Face au mécontentement d'une partie de la population, la Russie a déployé en Crimée tout son arsenal judiciaire et policier. Au petit matin, une opération antiterroriste est en cours dans la banlieue de Simferopol. Sa cible, la maison d'un activiste tatar qui vient en aide aux familles de prisonniers. L'homme vient d'être arrêté, tout comme 10 autres membres de la communauté venus observer. Les forces de l'ordre ont proclamé au mégaphone que ceux qui étaient là enfreignaient la loi en gênant la circulation des passants et des voitures. Alors qu'en réalité, personne ne peut circuler parce qu'ils ont bouclé le quartier. En permanence, des agents des forces anti-émeutes filment le petit groupe encore sur place et nous, qui filmons la scène. Ces images seront utilisées lors des audiences. Elles permettent aussi de procéder à de nouvelles arrestations. Une fois le cordon levé, nous accédons à la maison de l'activiste. Le cadenas n'est pas fermé, enlève-le. Sa femme ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Il n'a jamais eu affaire à la police, il n'y a eu aucun signe avant-coureur. Je ne m'y attendais pas, je suis encore sous le choc.
Les prévenus sont convoyés au tribunal pour une comparution immédiate. Le motif, nous l'apprendrons plus tard. Un post sur les réseaux sociaux vieux de 2014, des vœux pour le ramadan, accompagné d'un drapeau de l'organisation islamiste Hizb ut-Tahrir. Parce qu'elle est interdite en Russie, mais pas en Ukraine, 19 de ses membres présumés sont en procès pour terrorisme depuis l'annexion. Mais les manœuvres du jour ressemblent davantage à de l'intimidation. Il est presque minuit lorsque les audiences s'achèvent. Les 10 Tatars venus soutenir l'activiste sont condamnés à 5 jours de prison. L'activiste lui-même à 11 jours pour sa photo sur Internet. À la sortie du tribunal, les avocats de la communauté tiennent à nous montrer un reportage diffusé un peu plus tôt sur une chaîne de télévision russe. 10 человек задержаны в Симферополе по подозрению в причастности к запрещенной в России террористической группировке Hizb ut-Tahrir. По неофициальным данным, речь идет о 20 пособниках боевиков. Спецоперация прошла в Сирии, по версии правоохранителей, все задержанные пропагандировали радикальный ислам и занимались вербовкой. Ces images n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce sont des images d'archives. Et les arrestations n'avaient rien à voir avec de quelconques soupçons d'affiliation au groupe Hizb ut-Tahrir. C'est de la propagande. Ils déforment la vérité sur ce qui se passe en Crimée. C'est fait pour envenimer la situation et coller l'étiquette terroriste sur les Tatars de Crimée. Pour ses avocats, la nuit sera courte. Le lendemain, Edhem Semedlayev enchaîne les plaidoiries. Nous le retrouvons à la sortie d'un autre tribunal. Toute la matinée, il a défendu l'un des Tatars en prison depuis 2015 pour les manifestations durant l'annexion. Allez, il faut vite manger. Et on file continuer à travailler. Avec des procès quasi quotidiens et qui s'éternisent, la communauté s'est organisée. Les bénévoles distribuent la soupe devant les tribunaux. Les gens viennent de loin pour assister à ces procès. Le matin, certains n'ont pas le temps de déjeuner et ils ne rentrent chez eux que tard le soir. Grâce à cela, nous arrivons à tenir tant bien que mal. Après le repas, Edhem rejoint son cabinet. Il y a un mois, la police y a fait une descente. Tout le matériel a été saisi. Ils ont fouillé toutes nos affaires pénales. Je n'arrêtais pas de leur dire que les ordinateurs sont ceux des avocats et que c'est une violation du secret professionnel. Vous voyez, les tables sont vides. Nous n'avons plus assez d'ordinateurs. Nous travaillons à tour de rôle sur des ordinateurs de presse, c'est très dur. Ce jour-là, Émile Courbedinov a lui aussi été arrêté et condamné à 10 jours de prison pour un post sur les réseaux sociaux. Durant ces 10 jours, il y a eu plusieurs audiences où ils ont prolongé la détention préventive de mes clients. Mais les Tatars ne sont pas les seuls à être mis sous pression par le régime. Dans un rapport fin 2016, Amnesty International dénonce une répression systématique de la liberté d'expression en Crimée. Dans ce village, nous avons rendez-vous avec Natalia et sa belle-fille. Le fils de Natalia est en prison depuis décembre dernier. Vladimir Balour avait accroché un drapeau ukrainien sur son toit et sur le mur de sa maison, une plaque « Rue des héros morts sur Maïdan ». Lorsqu'il a accroché cette plaque de rue, des membres du conseil municipal sont venus le menacer de le faire emprisonner. 10 jours plus tard, le fermier était arrêté. Ils sont venus à 4 voitures, en cagoule, armés, pour arrêter un criminel, un terroriste, comme ils m'ont dit. Ils l'accusaient sans cesse de refuser le passeport russe. Dans le grenier de la maison, la police aurait trouvé des munitions et 2 kg d'explosifs. On l'avait déjà menacé, insinuant qu'on pourrait retrouver chez lui des munitions, de la drogue ou autre chose. En fait, il s'y attendait. L'affaire a fait du bruit. L'ONG russe Mémorial a déclaré Balour prisonnier politique.
Alors, pour obtenir un point de vue officiel, nous décidons d'interroger le défenseur des droits de l'homme auprès du gouvernement de Crimée. Que pouvez-vous nous dire au sujet de Vladimir Balour? Je ne connais pas cette affaire. C'est qui ce ballot? Lorsque nous évoquons les munitions et la plaque des héros de Maïdan, ce ne sont pas les munitions qui choquent le plus le médiateur. Vous trouvez ça normal quand quelqu'un accroche une plaque qui proclame « Je soutiens le fascisme » ? Mais il n'avait pas écrit « Je soutiens le fascisme ». La rue des héros morts sur Maïdan, pour moi ça veut dire « Je soutiens le fascisme » ou « Je soutiens le coup d'État fasciste en Ukraine ». Les textes de loi de la Fédération de Russie font bien de châtier ces gens pour ce genre d'expression extrémiste et fasciste. Voilà ce que j'en pense. Alors que les voix dissidentes se taisent peu à peu en Crimée, Andrei, un autre activiste, nous emmène dans le dernier bastion ukrainien de la péninsule. Le centre culturel ukrainien de Simferopol se résume à ce petit local qui vit grâce aux dons et aux économies de son fondateur, Léonide. Ici, c'est une partie de notre bibliothèque. Tous les livres n'y sont pas. Le reste se trouve là, derrière, dans cette armoire. Et ces cartons parce que nous n'avons pas la place pour le ranger. Et ces petits dépliants, ce sont les droits des personnes en état d'arrestation. Ce sont nos collègues de la mission pour les droits de l'homme en Crimée qui nous les ont donnés. Léonide insiste. Son but est de préserver la culture ukrainienne, pas faire de la politique. Pourtant, les autorités russes voient le centre comme une menace. Tous nos événements culturels se terminent de la même façon. Nous avons affaire au centre de lutte contre l'extrémisme et au FSB. Et nous recevons des avertissements. Comme il était écrit dans l'un d'eux, le parquet de Crimée nous soupçonne ouvertement d'être des provocateurs. Soi-disant, avec nos symboles et nos slogans ukrainiens, nous provoquerions les agents de police pour qu'ils emploient la force contre nous. Dès 2015, Léonide a été renvoyé de son poste d'enseignant. Comme il m'a été dit, des ennemis de l'État ne peuvent pas travailler chez nous. Andrei, lui aussi, a perdu son travail. Avec son épouse, comme tant d'autres pro-ukrainiens, il projette de quitter la Crimée. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. L'année 2017 a été déclarée année de la femme en Égypte. Début mars, 144 d'entre elles, diplômées d'Al-Azhar, ont été officiellement nommées prédicatrices par le ministère du Waqf en charge des affaires islamiques. Si elles restent minoritaires par rapport aux prédicateurs masculins, cette nomination est toutefois importante. Le reportage de Nadia Blétry, Éric Delavarenne et Oussam Rabi. Grande mosquée de Tagamo, un nouveau quartier chic du Caire. Tous les vendredis, Youma Abou El Nasser vient enseigner aux fidèles. Cette psychologue de formation prêche de manière informelle depuis 25 ans. Mais l'État vient seulement de la reconnaître, comme 143 autres de ses consoeurs, en la nommant officiellement prédicatrice. Et ses conseils portent surtout sur la famille. Dieu nous a donné la chance de mener un combat religieux. Élever ses enfants est un djihad. Vivre est aussi un combat religieux. Dieu n'a pas rendu cela facile. Je viens lui demander comment agir avec mon fils une fois qu'il sera marié. Et comment faire pour qu'il se comporte bien avec moi. Avec ces nouvelles nominations, les prêcheuses sont mieux représentées dans l'espace public. Mais l'image qu'elles ont des femmes reste traditionnelle. Pour Youma, leur place se résume surtout à leur rôle de mère ou d'épouse. Un cher, un homme, n'a aucune idée de la nature psychologique des femmes ou de ses émotions. Il ne sait pas comment elle peut être influencée par les différentes étapes de sa vie. Quand elle est enceinte, quand elle accouche ou quand elle élève ses enfants, son humeur sera différente de celle d'un homme. Qui comprendra ça? Une autre femme.
Côté autorité, la volonté affichée est de mieux contrôler le discours religieux et surtout d'unifier la parole des prêcheuses. Ces prédicatrices sont un moyen pour l'État de lutter contre l'extrémisme. Dans une société qui change, elles nous permettent aussi de combattre des idées décadentes qui pourraient être transmises par les femmes à leurs enfants. Combattre les idées décadentes et contrôler les comportements sociaux. Yuma s'y attache pendant ses leçons. Démonstration avec ce jeu de questions-réponses. Je voulais poser une question. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est diplomate et un hypocrite? Asseyez-vous, laissez-moi répondre à sa question. Ça, c'est un combat religieux avec ton âme. Avant de parler, il faut réfléchir et te demander si ce que tu dis est juste ou non. Ne laisse pas les mots t'entraîner dans le mensonge. L'objectif du ministère des Affaires religieuses est de nommer 2000 prédicatrices d'ici la fin de l'année. On est encore bien loin des 55 000 imams masculins. Pas de quoi révolutionner la place des femmes dans la société, mais un petit pas pour encourager leur légitimité dans l'espace religieux. Au Pakistan, le gouvernement du Pendjab vient d'annoncer la construction d'une trentaine de centres destinés à la protection des femmes victimes de violences. Du jamais vu dans un pays considéré comme l'un des plus dangereux pour les femmes. Dans ces centres spéciaux, des médecins, des psychologues, mais aussi des enquêteurs et une assistance légale. Nos correspondants ont pu se rendre dans le premier centre opérationnel à Multan, dans le sud du Pendjab. Eh bien, je vous propose ce reportage de Jasmin Lavoie, Shazab Wallah et Taha Siddiqui. Prendre des coups toujours plus forts, encaisser et redouter la prochaine fois. C'est le quotidien de Yasmine depuis 20 ans. Son bourreau, c'est son mari. Mais cette fois, elle refuse de se taire. Pouvez-vous me montrer les endroits où il vous a frappé? Regardez ici, j'ai des marques sur mon bras et mes épaules. Est-ce que ça vous fait mal? Très mal, oui, et j'ai d'autres blessures sur les jambes et sur le dos. D'accord. Je vais vous examiner de plus près et ensuite vous irez voir la police. Ce centre de protection est le tout premier du pays. Sur place, l'assistance complète. En quelques minutes, Yasmine fait une demande de divorce auprès d'un avocat et consulte une psychologue. Que s'est-il passé, madame? Ici, elle dépose aussi une plainte de voie de fait contre son mari. Lors de notre dernière dispute, mon mari m'a dit que si je revenais à la maison, il allait me tuer et jeter mon corps dans la rivière. Le Pakistan est le troisième endroit le plus dangereux pour les femmes au monde. Les crimes d'honneur, attaques à l'acide et viols collectifs emplissent régulièrement la page faits divers. Pourtant, rares sont celles qui osent dénoncer leur agresseur ou demander de l'aide. Pour briser ce silence, le gouvernement du Pendjab compte sur ce centre et des dizaines d'autres qu'il espère construire. Il faut trouver des artistes pour compléter la construction. Demander à nos gens en relations publiques qui sauront trouver les bonnes personnes. Car au total, cet homme veut ouvrir 36 centres à travers le Pendjab, la plus importante province du Pakistan. Une initiative qu'il espère voir dans tout le pays. Nous avons développé cette solution unique pour les femmes au Pendjab et nous espérons que les autres responsables politiques prendront exemple sur nous pour créer d'autres centres semblables. Parce que les problèmes sont les mêmes partout et l'idée c'est de rendre justice à ces femmes. Pourquoi ne parlons-nous pas plus des droits des femmes au Pakistan? Protéger les femmes, voilà la mission que s'est donnée cette militante il y a 40 ans. Avec ces centres, elle voit un pas dans la bonne direction, mais refuse de crier victoire. Car le plus dur, c'est la vie d'après. Lorsque les femmes quittent leur domicile, elles doivent reconstruire leur propre vie, seules, séparées de ce qu'elles avaient avant. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont besoin d'aide. Pas seulement des conseils sociaux, juridiques ou physiologiques. Elles ont également besoin d'un soutien financier et aussi d'être accompagnées pour qu'elles puissent apprendre à devenir financièrement indépendantes.
Pour arriver à s'affranchir, les femmes devront faire tomber une autre barrière, celle de l'islam radical. Dans cette madrasa d'Islamabad, connue pour son fondamentalisme, on s'oppose à la construction des centres de protection. Pour cet imam, le Pakistan doit rester une société conservatrice dominée par les hommes. Les femmes sont faites pour rester à la maison. Ce sont les familles qui doivent protéger leurs droits et non pas des centres de protection. Ces centres ne font qu'influencer les femmes dans la mauvaise direction et les élever contre leur famille. Des centres de protection avant tout synonymes d'échappatoire dans un pays où entre 70 et 90% des femmes sont victimes de violences conjugales au moins une fois dans leur vie. Comment reconstruire un pays profondément divisé par des années de guerre? C'est la grande question à laquelle l'Irak doit répondre au plus vite. En 2014, l'État islamique a joué sur les profondes divisions entre les différentes communautés du pays pour prendre le pouvoir. Des divisions exacerbées par la violence du régime de l'EI, notamment à l'encontre des yézidis et des chrétiens d'Irak. Aujourd'hui, des étudiants de l'université de Mossoul tentent de dépasser ces haines intercommunautaires. Hébergés par le diocèse de Kirkouk, dans le nord de l'Irak, ils vivent tous ensemble, quelle que soit leur confession. Malgré leur volonté de réconciliation, cette mixité n'est pas facile à vivre tous les jours. Reportage d'Aléonore Adré et Oriane Verdier. Comme chaque après-midi, Shahad rentre de l'université. Elle habite dans cette maison avec une vingtaine d'autres étudiants. Elles sont musulmanes, chrétiennes, yézidis et viennent toutes de la plaine de Ninive, la région de Mossoul. Pour continuer leurs études, une seule solution, venir habiter à Kirkouk, ville où a été transférée l'intégralité de l'université de Mossoul. Ici, Shahad s'est confrontée à l'inconnu. Moi et ma sœur sommes de Bashika. C'est une petite ville dans la périphérie nord de Mossoul. Nous n'avions pas l'habitude de rencontrer des gens nouveaux. Mon père, au début, ne voulait pas nous laisser venir à Kirkouk. Mais nous l'avons convaincu, même si nous aussi, nous étions effrayés. Vous savez, on ne peut pas s'arrêter de vivre à cause de la peur. L'église de Kirkouk nous a offert l'hospitalité et la sécurité dans cette maison. Grâce à cela, nous avons de nouvelles sœurs et notre peur s'est envolée. Kirkouk a toujours été habitée par une multitude de communautés. Elle est même surnommée Petit Irak. Au cœur de cette ville, l'évêque Youssouf Mirkis a fondé cette résidence universitaire en 2014. Elle accueille aujourd'hui 700 étudiants de toutes confessions, une manière pour lui de préparer le futur. J'ai senti qu'on était devant un Irak nouveau, un Irak de l'avenir, et notre projet pour l'accueil de ces étudiants est un petit laboratoire, une petite pépinière pour apprendre comment vivre ensemble et quelles sont les distances à tenir les uns auprès des autres. Cette distance doit être remplie de respect. Youssouf Mirkis est secondé par Abou Douraïd. Les étudiants l'appellent tonton. Il les accompagne avec bienveillance, mais tient également à faire respecter certaines règles de vivre ensemble. Lorsqu'un étudiant arrive chez nous, je lui dis « Garde ta religion dans ton espace privé ». Pour l'instant, malgré la présence de musulmans, yézidis et chrétiens, nous n'avons pas eu de problème majeur. Il faut simplement que les cultes de chacun restent de l'ordre de l'intime. S'ils commencent à en débattre, ils ne trouveront pas d'accord sur la question. C'est pour ça qu'on ne permet pas le débat. Par contre, ils peuvent pratiquer leur religion dans leur chambre et écouter le Coran ou tout autre récit religieux. Ils les mettent sur leur téléphone et utilisent des écouteurs. Ce soir, Abou Douraïd vient fêter les 22 ans de la sœur de Shahad. Les jeunes femmes ont passé l'après-midi à cuisiner pour leur amie. Toutes savent qu'elles devront un jour se quitter. Penser à l'avenir inquiète Shahad. Elle et sa sœur sont yézidis, une communauté particulièrement persécutée par l'organisation État islamique. Nous devons retourner chez nous un jour. Notre famille est déjà rentrée.
Je ne suis pas sûre que nous puissions à nouveau étudier à Mossoul un jour. Depuis l'arrivée de Daesh, la situation n'est plus stable. Et puis, nous n'avons pas le soutien des habitants de Mossoul. Avant l'arrivée de l'État islamique, mon oncle a été tué. Il conduisait un bus pour transporter tous les étudiants de Bashika à l'université de Mossoul. Sa seule faute était d'aider les jeunes yézidis à accéder au savoir. Pour cette raison, il a été tué et personne n'a rien fait. Et toi, Faten, tu penses que vous serez en sécurité à Mossoul? Je ne pense pas. Même moi qui suis musulmane, je ne suis pas confiante. C'est encore plus difficile pour les chrétiens et les yézidis. Nous ne savons pas quelles difficultés nous devrons affronter. Myriam, elle aussi est musulmane. Elle craint que sa communauté soit assimilée aux horreurs de Daesh. Inch'Allah, j'espère que les yézidis comprendront que ces terroristes déforment la religion musulmane. Ils se battent en notre nom, instrumentalisent l'islam et des gens ignorants les ont rejoints. Daesh nous a divisés et a atteint son but. Shahad, Myriam et leurs amis pourront encore profiter plusieurs mois de ce refuge. L'université de Mossoul est en ruine, il n'est donc pas question d'un retour immédiat. Mais même après sa réouverture, beaucoup d'étudiants affirment qu'ils préféreront arrêter leurs études plutôt que de rentrer à Mossoul où ils n'ont plus confiance en leurs voisins. Alors restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Les militants pro-climat américains ne se laissent pas abattre par la décision prise début juin par Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Plus d'1 millier de personnalités politiques locales et universitaires ont pris l'engagement de tout faire pour faire respecter le texte signé à l'issue de la COP 21. Un texte donc signé en 2015 par environ 200 pays. L'accord vise à l'échelle de la planète une réduction dramatique des émissions de gaz à effet de serre. Par le passé, Donald Trump a décrit le réchauffement climatique comme étant une fiction et a mis en doute l'impact de l'homme sur le réchauffement de la planète. Pourtant, non loin de la capitale fédérale, à une vingtaine de kilomètres de la côte de Virginie, dans la baie de Chesapeake, se trouve Tangier Island, un exemple plutôt probant des effets du réchauffement climatique. L'île abrite quelques centaines de personnes qui vivent essentiellement de la pêche et du crabe. Petit à petit, l'île disparaît, mais ici, on a massivement voté pour le président républicain. Le reportage de Philippe Creuser et Gallagher Fenwick. Les eaux de la baie de Chesapeake fournissent le gagne-pain de beaucoup de celles et ceux qui vivent sur Tangier Island. La météo prévoit beaucoup de pluie demain soir. Chaque matin, James Eskridge part pêcher le crabe, comme le faisaient son père et son grand-père. La montée des eaux de la mer et l'érosion des terres pourraient entraîner la disparition de cette île d'ici 2050. Vous devriez passer un peu de temps ici et essayer de comprendre ce que nous faisons. La pêche au crabe, l'ostréiculture. Nous sommes très vulnérables. Il y a beaucoup d'érosion, surtout pendant les tempêtes. On perd beaucoup de terrain et on ne pourra bientôt plus se permettre d'en perdre davantage. Vous pouvez voir les maisonnettes qui manquent ici. Durant la tempête Sandy, on en a perdu toute une rangée. Celle-ci fut la première à partir. Selon le maire, seul Dieu et le nouveau président peuvent sauver l'île. Nous dépendons de Dieu pour nous en sortir.
C'est Dieu qui met les crabes. Notre rôle, c'est d'aller les chercher. Donald Trump a bonne réputation sur l'île. Lors de l'élection, il y a recueilli 88% des suffrages. Le candidat des Républicains a promis d'annuler les réglementations en matière de protection de l'environnement. Il a également critiqué l'accord de Paris sur le climat. De nombreux locaux ont voté pour lui et lui maintiennent leur soutien. Ils affirment tous que le président fait ce qu'il faut pour l'île. Le réchauffement climatique est un sujet sensible pour eux. Oui, il y a bien des changements, mais je ne suis pas sûr que l'homme en soit la cause. Peut-être un petit peu. Le climat et la météo ont toujours évolué. Il y a des hauts et des bas. Je ne pense pas que ce soit la faute de l'homme et je sais que l'homme ne peut pas le contrôler. L'homme ne peut pas contrôler le temps qu'il fait. Ils exagèrent avec ça. Et ils mettent des gens au chômage avec ces histoires. Toutes ces restrictions, c'est mauvais pour les gens qui vivent de ces eaux. À chaque virage, on tombe sur une nouvelle règle pour l'environnement. Moi, je suis pour la protection de l'environnement, mais pas au détriment des gens, des familles. Donc le président ne peut avoir aucun impact, aucune influence sur le réchauffement. Non, il peut nous protéger avec une jetée, mais en ce qui concerne les causes, non. L'île se retrouve dans l'attente. La montée des eaux pourrait la rendre inhabitable. Ses habitants deviendraient alors des réfugiés climatiques. Le maire nous montre certaines des conséquences concrètes et déjà visibles. Il y avait une petite communauté d'une centaine de personnes qui vivaient ici. Et là-bas aussi, juste devant nous. Celles et ceux qui peuplaient cette partie de l'île sont partis dans les années 30 et 40. Ils sont allés habiter sur le continent, au sec et en sécurité. C'est là que nous retrouvons David Schult, un océanographe. La publication de ses recherches sur ce site sonne comme un avertissement. Ce qui s'est produit ici pourrait arriver ailleurs aux États-Unis. Dans 1913. L'énergie de la mer et des vagues ont creusé un passage en direction de ce pilier. On va aller voir si la mer a avancé. Il y avait des arbres avant ici. On voit le reste surtout dans ce coin-là, mais il ne reste plus aucun arbre. Il ne reste plus qu'un seul arbre sur cette partie de l'île. Il tient le coup. Il n'y a pas de meilleur exemple aux États-Unis pour prouver à quel point le changement climatique agit vite et combien ses effets peuvent être sévères. L'île va devoir réagir vite. J'espère que les Américains vont se rendre compte que ce problème n'est pas quelque chose d'abstrait, dans un futur lointain, dans 100 ans. Ce problème nous concerne ici dans notre propre pays et maintenant. L'île de Tanger a besoin d'une digue pour ralentir l'érosion, mais avec un président qui menace de couper le budget de l'Agence pour la protection de l'environnement, le futur de ces lieux paraît bien incertain. Dans un tout autre registre, c'est désormais un problème de santé publique mondiale, la résistance aux antibiotiques. Un phénomène qui inquiète les experts et l'ensemble du monde médical avec l'émergence de superbactéries contre lesquelles tous les traitements deviennent inefficaces. Pour certains patients infectés, c'est l'impasse thérapeutique. Il existe pourtant des alternatives comme la phagothérapie, une pratique interdite en France et qui oblige certains patients de se faire soigner hors de l'Hexagone, en Géorgie notamment. Reportage de Juliette Lacharnet. Les traitements antibiotiques, Caroline Lemaire connaît bien.
Il y a 22 ans, après une fracture du pied, elle contracte un staphylocoque doré lors de son passage à l'hôpital, une bactérie ultra résistante. Cette esthéticienne subit alors des traitements lourds et en garde aujourd'hui les séquelles. Là, effectivement, on voit des résistances à certains antibiotiques, à certaines familles d'antibiotiques. Je vais dire, sur 22 ans, j'ai dû en prendre pendant 5-6 ans au moins. Parce qu'à chaque fois que j'allais à l'hôpital, on me remettait une antibiothérapie assez poussée. Donc je prenais énormément d'antibiotiques. Donc des fois, ça pouvait durer 2 ans, 3 ans. Et entre deux, on m'en donnait entre deux pour pas que ça se réveille. Donc au bout d'un moment, mon corps a dit stop, c'est tout, stop. Une consommation excessive dangereuse pour l'homme, car au contact de ces médicaments, les bactéries développent des mécanismes de résistance et se transforment en superbactéries contre lesquelles les traitements classiques deviennent alors inefficaces. Face à l'urgence, l'Organisation mondiale de la santé s'est emparée du dossier. De plus en plus de bactéries commencent à échapper aux antibiotiques qu'on a maintenant. C'est de plus en plus difficile d'en développer d'autres. Et donc si on ne fait rien, on va se retrouver à l'échelle de quelques années ou quelques dizaines d'années avec des maladies infectieuses que jusqu'à présent on pouvait éliminer, donc on pouvait guérir les gens, dans une situation où ces maladies seront incurables. Un phénomène amplifié par de mauvaises pratiques, avec une utilisation massive et répétée à titre préventif dans les élevages, mais aussi chez l'homme. En France, les antibiotiques seraient responsables de près de 12 000 décès chaque année et leur consommation continue d'augmenter. On ouvre la bouche, allez Adem. Pour lutter contre le phénomène, le docteur Crayou préconise le streptotest, un kit pour dépister les angines virales et éviter les mauvais diagnostics. Donc là, voilà, c'est un test négatif. Avec un seul tiret, c'est le contrôle du test. Donc ça prouve que c'est une angine virale. Donc une angine virale, elle ne nécessite pas un traitement antibiotique, qui sont inefficaces dans ces cas-là. Mieux encadrer les prescriptions, un enjeu de taille à relever pour les pouvoirs publics, car quand plus rien ne marche, c'est l'impasse thérapeutique pour les malades. Il y a 10 ans, quand le pied de Caroline Lemaire s'infecte de nouveau, la sentence tombe. Résistance, hypersensibilité à certains médicaments, pour elle, les antibiotiques ne sont plus une option. Cette fois, il va falloir amputer pour contenir l'infection. Quand vous tenez une prothèse en vos mains, et puis que vous sortez d'entre la vie et la mort, vous vous dites c'est mon ultime recours peut-être, mais peut-être que ça ne marchera pas. Et c'est là où j'ai rencontré un ami qui m'a parlé de la phagothérapie, qui m'a fait rencontrer l'équipe médicale qui m'a sauvée et qui m'ont sauvée à titre compassionnel. Ces sauveurs, ce sont eux. En France, le docteur Dublanchet et le docteur Pathé se battent depuis une quinzaine d'années pour que la phagothérapie soit reconnue comme une alternative sérieuse. Cette suspension, c'est exactement celle qui a été utilisée pour Madame Caroline Lemaire, qui en fait a reçu en fin d'intervention des bactériophages dans sa plaie directement et qui ont tué donc les bactéries qui étaient présentes. Les bactériophages, des virus guérisseurs tueurs de bactéries. Ces échantillons viennent directement de Russie. Ça fait combien, 840 roubles Ça fait pas grand-chose, hein, ça doit faire 20 €. Couramment utilisés en Europe de l'Est, ils sont pourtant interdits en France. À l'époque, pour sauver le pied de Caroline Lemaire, les deux médecins décident alors d'opérer en catimini. C'était une pratique qui n'était pas autorisée, avec des produits qui n'étaient pas autorisés, qui n'étaient pas validés par l'agence du médicament, et donc l'on ne pouvait théoriquement pas utiliser. Et c'est un problème qu'on continue à rencontrer aujourd'hui, et qui est un problème vraiment dramatique, puisque nous avons des dizaines et des dizaines de patients qui devraient pouvoir bénéficier de ce traitement, et qui ne peuvent pas. Un blocage administratif et juridique des autorités sanitaires d'une part, mais aussi un traitement bon marché non brevetable et qui intéresse donc peu les industriels. L'Union européenne pourrait cependant renouer avec cette ancienne pratique. Il y a 5 ans, elle lance pour 3,8 millions d'euros le projet PhagoBurn dans plusieurs hôpitaux européens, en Belgique, mais aussi en France, comme ici à l'hôpital militaire de Percy, en banlieue parisienne. Le but, tester dans le cadre d'essais cliniques l'efficacité de la phagothérapie sur les grands brûlés, des patients particulièrement à risque.
Comme notre problème, c'est de prévenir et de traiter les infections chez les patients, lorsqu'on est confronté à une bactérie multirésistante, ça veut dire qu'on se retrouve avec un choix d'antibiotiques très limité et potentiellement l'obligation d'utiliser des antibiotiques toxiques pour les patients. Et la phagothérapie serait une belle perspective en ce sens. La question, c'est est-ce que cette approche prometteuse en laboratoire tient ses promesses en clinique? Des résultats actuellement en cours d'analyse en laboratoire. À terme, la phagothérapie pourrait permettre au docteur Leclerc de disposer d'une arme supplémentaire, car il ne s'agit pas d'abandonner les antibiotiques, bien au contraire. Alors, traitement combiné ou simple alternative, la recherche continue, mais le temps presse. Une étude britannique publiée en 2016 affirme que les superbactéries pourraient tuer jusqu'à 10 millions de personnes à l'horizon 2050, soit autant que le cancer. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, niché au cœur du parc de Saint-Cloud. La manufacture de Sèvres est un temple de l'artisanat. On y fabrique les plus belles céramiques d'Europe. Depuis 1740, des générations de céramistes d'art y perpétuent un savoir-faire unique. Calibreurs d'assiettes, tourneurs, mouleurs, réparateurs, chimistes ou encore garnisseurs, découpeurs. Aujourd'hui, 120 personnes continuent d'y exécuter des gestes millimétrés au service de matières nobles. Embarquez avec nous pour une visite exceptionnelle. Nichée au cœur du parc de Saint-Cloud, la manufacture de Sèvres est un temple d'artisanat. On y fabrique les plus belles céramiques d'Europe depuis 1740. Dans cet atelier, Thierry Brunet est l'un des 3 derniers batteurs français de pâte à porcelaine. Il travaille sur des machines hors d'âge. L'objectif, c'est d'homogénéiser la pâte, la pétrir jusqu'à ce qu'on obtienne 250 kg de pâte bien homogène. Là, c'est de la pâte dure, donc c'est la formule historique, celle qui a été mise au point en 1770, après la découverte du kaolin en France. Cette machine, vous la trouverez qu'ici, puisque dans l'industrie, cette étape n'existe plus. Suivez-moi, je vais vous montrer ce qu'il faut pour fabriquer de la porcelaine. Voilà les 3 ingrédients. Le kaolin, c'est l'argile, la forme et la blancheur. Ensuite, le quartz, c'est la translucidité, la vitrification de la porcelaine. Et le dernier élément, le feldspath, qui permet d'abaisser la température de cuisson du mélange. Dans les ateliers de la manufacture, 120 céramistes d'art perpétuent un savoir-faire de génération en génération depuis 3 siècles. On dit qu'il faut 3 ans pour acquérir le bon geste, 7 ans pour être tout à fait à l'aise avec. Excellent. J'ai visité Sèvres et quand j'ai vu les tourneurs et quand j'ai vu le métier, je suis tombée amoureuse. On va dire ça comme ça, mais passionnée quoi, par la pâte, quoi. C'est un peu physique, mais je suis dans mon élément. Derrière les fenêtres de la manufacture se côtoient les calibreurs d'assiettes et les tourneurs, appuyés sur leur pichouret. Ils manient avec habileté le tournassin, cet outil tranchant. Quelques pas plus loin, on découvre les garnisseurs découpeurs dont la patience ne cesse d'étonner. Des mois de travail pour ce service réticulé chinois, alvéole après alvéole. Voilà, une pièce terminée. Dans chaque atelier, des gestes précis, millimétrés, au service de matières nobles. Alors là, je mélange la poudre d'or, l'or mat et le diluant, de manière à avoir un mélange homogène pour pouvoir faire les filets. Ça, c'est de l'or. À la cuisson, s'évaporera tout ce qui est marron, tout le noir. Il ne restera plus que les grains d'or qui vont adhérer à l'émail. Aucun mouvement, aucune parole superflue. La concentration est maximale tant chaque pièce est précieuse. Ici,
Une édition d'un service du Quai d'Orsay pour un collectionneur privé. C'est des services exceptionnels, donc on n'a pas l'occasion d'en peindre souvent. Cette assiette est particulièrement difficile, on va dire. Je pense que je vais y passer 2-3 mois dessus. Céramique émaillée, décorée à la main et dorée à leur fin. Peint à la brosse de blaireau, les bleus de Sèvres aux infinies nuances demeurent le symbole de la manufacture. Autre concession à notre époque, les recherches des ingénieurs chimistes. Ici, ils testent les pâtes, les encres et les couleurs. On compte plus de 1000 pigments, poudres, métaux précieux et glaçures. Toutes les formules sont retranscrites dans de vieux carnets. Mais par exemple, là, je suis en train de consulter un agenda qui date de 1898. Et celui qui est à côté, il date de 1925. Car on ne jette rien ici. Ni les formules chimiques, ni les esquisses ou les dessins édités depuis la création de la maison. On compte 100 000 moules originaux en plâtre, conservés dans la mémoire de cette institution, au nom évocateur, le magot. Fabien Perronnet est le gardien de ce magot. Il nous révèle le mystère d'une pièce en 15 morceaux du célèbre sculpteur Falconet. On ne peut pas mouler la pièce entièrement parce que sinon ce serait impossible. Ça, c'est le moule de la jambe, en fait, c'est ce morceau-là. Voilà. Alors ça, c'est tous les petits abattis, on appelle ça, c'est les petites coupes aussi, c'est le pouce, un bout de main en fait. Les œuvres démoulées sont si délicates que dès 1752, on les laisse nues, sans émaillage. Le biscuit de Sèvres naît et sa blancheur rivalise même avec le marbre. Là, je fais la reparure, donc la retouche de la sculpture, puisque dans les moules, on ne peut pas avoir tous les détails. Pour moi, le plus difficile, c'est les cheveux. Pour faire quelque chose de joli, pour pas que ça fasse des nouilles, voilà, c'est assez compliqué. Là, il y a le fauteuil et la partie basse du personnage. Évidemment, je mettrai de la barotine. Hein. Ouais. Je vais venir comme ça assembler les différents éléments, une fois qu'ils seront retouchés. Parce que c'est plus facile de les retoucher quand on les a dans la main, qu'une fois où c'est monté, on ne peut plus accéder de la même façon, quoi. Ainsi se transmettent les savoir-faire de cette institution publique, créée par la volonté de Louis XV et de Madame de Pompadour, il y a 277 ans. C'est la fin de cette édition de Code 24. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.